Donc je vais effectivement vous parler de l'élimination de l'hépatite B. Alors comme une perspective de santé publique, je vais passer très vite sur le fondamental, je vais quand même en dire un petit mot parce qu'on ne peut pas parler d'élimination de l'hépatite B sans envisager l'éradication du virus. Mais je voudrais d'abord vous rappeler quelque chose que l'on dit assez couramment, hein, l'hépatite B c'est une épidémie silencieuse et c'est un tueur de masse. Alors pourquoi? Cette diapo, ces images vous ont été présentées par Gilles, elles sont tirées du Global Hepatitis Report. Ce que vous voyez là, la carte du monde, les couleurs les plus foncées sont les zones où la prévalence de l'antigène HBs chez les enfants de moins de 5 ans est la plus élevée. Donc vous voyez, ce n'est pas une surprise que c'est principalement l'Afrique, incluant le Maghreb, qui est la plus touchée. Et vous avez ici le nombre de personnes porteurs d'une hépatite B chronique, touchant majoritairement l'Afrique et l'Asie, avec un total de 257 millions estimés porteuses de l'antigène HBs, donc potentiellement à risque d'avoir une cirrhose, de mourir d'un carcinome hépatocellulaire. Il y a effectivement un très fort poids en termes de morbimortalité qui est attaché à l'hépatite B. Je vous ai rappelé ici quelques chiffres pour compléter ce que vous a dit Gilles dans sa partie hépatite B. C'est une infection qui affecte particulièrement les jeunes gens, 30-40 ans, avec des femmes en âge d'avoir des enfants, donc en risque élevé de transmission mère-enfant. C'est un poids sociétal extrêmement important à l'hépatite B. 900 000 décès qui sont dus à l'hépatite B, dont 66% ça représente 66% de tous les décès par hépatite virale. Vous voyez la répartition, à peu près 300 000 pour le carcinome hépatocellulaire, 500 000 pour la cirrhose et 100 000, ça il ne faut pas l'oublier, par hépatite virale aiguë fulminante chez des patients qui ne peuvent pas être transplantés puisqu'ils sont majoritairement atteints dans des pays où la transplantation est impossible. Et ça explique une des raisons de ce schéma que vous connaissez tous bien et qu'on vous a montré tout à l'heure, que le nombre de décès par hépatite est en train de dépasser celui largement du paludisme, mais également du VIH et rattrape ceux par tuberculose. Si on fait un petit focus sur la co-infection VIH-GHB, vous voyez 2,7 millions de sujets sont porteurs d'une co-infection VIH-GHB et dans un papier paru récemment à partir d'une étude que l'on a effectuée à Abidjan en Côte d'Ivoire, on a montré que ces patients qui avaient un antigène HBs, c'est plus à risque de décès après l'introduction des antirétroviraux. On a montré ça dans une cohorte issue de 2 essais thérapeutiques, Trivacan et Timprano, donc sur plusieurs années. Donc vous voyez, fort poids de morbimortalité. Et c'est pour ça que dans les objectifs OMS de développement durable, les fameux Sustained Development Goals, qui ont été établis pour 2030, figure l'élimination des hépatites virales, avec des objectifs très précis en termes d'impact sur l'incidence et d'impact sur la prévalence. Donc sur l'incidence, un objectif très ambitieux de diminution de 6-10 millions d'infections en 2015 à moins de 900 000 en 2030. Et en termes de mortalité, une diminution de 1,4 million de décès en 2015 à moins de 500 000 décès en 2030. Donc vous voyez des enjeux qui sont extrêmement importants avec des objectifs très très précis. Donc on peut se demander quels sont les outils qui sont à notre disposition pour atteindre ces objectifs, donc atteindre au final en 2030 l'élimination de l'hépatite B. En fait, ce qui a été évalué, ce qui a été modélisé, c'est que si on ne se bouge pas, si on ne met pas en place ces outils et des outils efficaces, entre 2015 et 2030, on aura 63 millions de nouveaux cas d'hépatite B, 17 millions de décès liés au VHC. Alors comment peut-on agir sur l'hépatite B? J'ai identifié 4 voies. D'abord la prévention. Parce qu'il faut quand même se rappeler que, contrairement à l'hépatite C, il existe un vaccin pour prévenir l'hépatite B. Donc c'est potentiellement une maladie qui est éradicable, comme on l'a fait pour la variole. Il y a des enjeux autour du diagnostic, et Gilles vous en a parlé, et je vais compléter avec quelques données supplémentaires. Un énorme enjeu autour de l'accès au traitement, et puis un enjeu que je ne vais faire qu'aborder parce que Marc va vous en parler en détail tout à l'heure, qui est la stratégie HBV Cure, vraiment éradication du virus comme agent pathogène.
Alors un petit mot sur l'apport des sciences fondamentales pour bien comprendre si l'élimination de l'hépatite B est envisageable. Très brièvement, ce sera ma seule diapo pour faire un petit peu écho à ce que Constance vous a montré hier pour ceux d'entre vous qui étaient au topo sur les réservoirs, que le VIH, le VHB et le VHC, quand même, sur le plan viraux, c'est pas tout à fait pareil. Le VHC, pourquoi on en guérit? C'est pas compliqué. Vous avez là 3 cellules qui sont pour le VHB et le VHC des hépatocytes et pour le VIH, une des cellules réservoirs, par exemple un lymphocyte. Et vous voyez que pour l'hépatite C, le patrimoine génétique du virus, l'ARN VHC, ne pénètre pas à l'intérieur du noyau. On a développé des médicaments antiviraux directs qui rentrent dans le cytoplasme de la cellule, mais pas dans le noyau, là où se situe le matériel génétique du virus. Et ces antiviraux directs arrivent à éradiquer cet ARN VHC. Pour le VHB, c'est un peu plus complexe. On ne se situe pas tout à fait dans le même cadre que le VIH, où le patrimoine génétique est non seulement à l'intérieur du noyau, mais également intégré dans le patrimoine génétique de l'hôte. Pour l'hépatite B, c'est un peu différent. Le virus entre à l'intérieur du noyau, mais ne rentre pas dans le patrimoine génétique de l'hôte. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a ce petit cccDNA à côté de l'ADN de l'hôte, mais qui rend tout de même la cure, donc l'utilisation d'antiviraux directs ou d'autres molécules, beaucoup plus complexe à partir du moment où on rentre dans le noyau, plutôt que comme pour l'hépatite C, simplement éradiquer des particules du matériel génétique hors noyau. Alors, vous allez me dire, on a actuellement des antiviraux directs qui sont très efficaces. Comme on est dans un contexte plutôt VIH, je vous ai pris des exemples dans la co-infection VIH-VHB, ce qui tombe bien parce que c'est plutôt là où j'ai travaillé avec plusieurs projets de recherche. Et justement, dans cette méta-analyse de personnes infectées par le VIH et l'hépatite B, donc cette méta-analyse concerne 23 papiers, des cohortes, des essais cliniques, 516 patients au total sous tenofovir. Donc vous voyez, au bout de 5 ans, la très grosse majorité des patients sont indétectables. Donc les antiviraux actuels, et en particulier le tenofovir, marchent très bien pour contrôler la réplication de l'hépatite B. Et pourtant, vous voyez qu'il y a quand même, on n'est pas à 100% de contrôle. Il y a une petite proportion de ces patients qui gardent une réplication virale à plus de 50 traitements. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de virus dans le sang que le virus a disparu. Ça, c'est vrai pour l'hépatite C, on le sait que ce n'est pas vrai du tout pour le VIH. Pour l'hépatite B, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, on n'a pas de cure fonctionnelle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cure fonctionnelle? Dans ce travail que l'on a fait sur des patients co-infectés VIH-VHB, chez lesquels on avait des biopsies au début de traitement sous tenofovir, et puis ensuite on a fait des biopsies au cours du traitement. Donc qu'est-ce qu'on a regardé dans ces biopsies et dans le sang de ces patients suivis dans cette cohorte? On a fait des prélèvements sériels de quantification d'antigène HBS dans le sang, puis on a regardé dans les hépatocytes ce fameux cccDNA et l'ADN intra-hépatocytaire. Eh bien on a vu que, alors que tous ces patients qui sont dans cette cohorte sont complètement indétectables en ADN VHB dans le sang, l'antigène HBS, lui, vous voyez, il est parfaitement stable, assez élevé, une espèce de plateau. Et puis on voit qu'on a une petite diminution de l'ADN intra-hépatocytaire, une diminution du cccDNA, mais pas du tout une disparition. Parce qu'au bout d'un certain temps, on a un plateau, en fait, dans le cccDNA. Donc, on n'a pas de cure fonctionnelle. C'est-à-dire que, comme dans le VIH, quand on va arrêter le traitement antiviral, eh bien, on va avoir un rebond de charge virale parce qu'il y a un phénomène de re-remplissage du pool viral à partir du cccDNA. Ce sera ma seule diapo sur la guérison de l'hépatite C et toutes les cibles thérapeutiques, puisque Marc va vous en parler beaucoup plus en détail que moi. Heureusement, il y a quand même une grande part de la recherche qui se concentre sur la mise en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouvelles molécules qui permettraient justement d'avoir une cure fonctionnelle, voire une guérison complète, si on arrive à éradiquer l'ADN VHB des cellules hépatocytaires.
J'ai identifié dans un papier qu'on vient de publier dans la revue de médecine interne avec un jeune collègue, Olivier Pacou, plusieurs stratégies combinées sur lesquelles Marc devrait revenir. Combinaison d'antiviraux, stimulation de l'immunité de l'hôte, inhibition du cccDNA et puis une inhibition de la production des antigènes hépatite B. Et probablement que dans cette première dimension qui est l'élimination de l'hépatite C, on va dire sur un plan fondamental, ben ça va être la combinaison de ces quatre grands types, quatre grands objectifs thérapeutiques qui devraient permettre d'obtenir la cure fonctionnelle. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas suffisant, parce que même si on a les outils, ben, il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place en avant, qui va être par exemple, quand on regarde cette modélisation de quelles sont les stratégies pour arriver à diminuer de façon importante l'incidence de l'hépatite B, ben vous voyez que, alors c'est de la modélisation, hein, donc ça c'est plus fait pour inspirer des idées et voir ce vers quoi on doit investir. Ben, quand on regarde là le statu quo, vous voyez que l'incidence va diminuer dans le temps, hein, mais quand même pas aussi vite que ce que l'on voudrait. Si on ajoute uniquement la vaccination, même en augmentant à 90% l'efficacité de la vaccination, c'est-à-dire le nombre de personnes effectivement vaccinées, vous voyez qu'on va avoir un petit impact, mais pas tant que ça. Pour qu'il y ait vraiment un impact, non seulement en plus de l'augmentation de la vaccination, il faut rajouter la prévention, la transmission mère-enfant, le traitement des mères, donc 80% des mères traitées, et bien sûr l'implémentation de la vaccination à la naissance. Et vous voyez que quand on ajoute le traitement des cas, bah, finalement ça n'a pas tant d'importance pour diminuer l'incidence de l'hépatite B. Alors dans quoi ça va avoir de l'importance de traiter ? Ben, ça va avoir de l'importance quand on va vouloir diminuer la mortalité par hépatite B. Donc là, vous avez la même équipe qui a modélisé la diminution de l'hépatite B dans le temps, et vous voyez, pareil, hein, le vaccin c'est important, mais ce n'est pas le vaccin tout seul. C'est le vaccin avec la prévention de la transmission mère-enfant associée à la vaccination à la naissance, et c'est vraiment sur la mortalité que va agir le traitement généralisé. Donc on voit bien que l'accès au traitement, ça a une importance sur l'incidence, mais surtout sur la mortalité. Et donc ce sont vraiment plusieurs actions qu'il va falloir combiner si on veut arriver à l'élimination de l'hépatite B. Si je fais un focus maintenant sur la vaccination, la vaccination, ça marche, et vraiment, ça a une incidence sur la diminution de l'hépatite B. Et par exemple, dans ces travaux qui ont été faits en Asie, sur des grandes cohortes de naissance en Chine, hein, vous avez sur ces tableaux la prévalence de l'antigène HBS et des anticorps anti-HBS en Chine après l'élargissement de la vaccination à la naissance. Alors qu'est-ce que ça vous dit ça? Ça vous compare trois cohortes de naissance, une de 1992 qui est en bleu, une de 2006 qui est en rouge et une de 2014 qui est en vert. Ben vous voyez qu'avec l'implémentation de la vaccination à la naissance, les cohortes jeunes, 1-4 ans, 5-9 ans, ils ont une prévalence de l'antigène HBS ou une prévalence des anticorps anti-HBS très élevée pour les anticorps, très faible pour l'antigène, alors que la cohorte qui est celle de 1992, hein, qui ne fait pas partie de l'élargissement de la vaccination, eh bien, eux ont une prévalence de l'antigène qui est très élevée, anticorps anti-HBS qui sont très bas. Donc, quand on vaccine les enfants, on arrive vraiment à diminuer dans ces cohortes de naissance la prévalence de l'hépatite B. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, hein, au-delà de diminuer la prévalence de l'antigène HBS, c'est aussi la conséquence sur la maladie liée à l'hépatite B et en particulier le carcinome hépatocellulaire. Et donc, dans l'étude que vous avez en bas, qui vient de Taïwan, là, on a comparé en blanc les patients qui n'ont pas été vaccinés à la naissance et ceux en noir qui ont été vaccinés à la naissance. Bien, quand vous regardez les 20-26 ans, vous allez me dire 20-26 ans, c'est jeune quand même, hein, eh bien, en Asie, un patient qui a une hépatite B a déjà un risque important au jeune âge adulte d'avoir un carcinome hépatocellulaire. Donc vous voyez aussi le fort poids sociétal. Hein. Eh bien, ceux qui sont vaccinés, heureusement, ont un risque est beaucoup moins important de développer un cancer que ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc la vaccination, dans une stratégie d'élimination, ça a un impact majeur.
Alors, qu'en est-il de la vaccination VHB à la naissance? Eh bien, on sait que c'est un vrai challenge en Afrique. Plusieurs pays ont commencé à mettre en place cette stratégie. Parce que les enfants, il faut les protéger dès le premier jour. Ça a bien été montré. Il y a une perte de chance quand on ne vaccine pas l'enfant le premier jour et qu'on va le vacciner dans une stratégie normale à 6 ou 8 semaines. Donc c'est la recommandation actuelle de l'OMS de façon globale. C'est une recommandation qui est mal suivie, 39% à l'échelle mondiale, 11% uniquement en Afrique. Le problème, c'est que beaucoup de femmes, et ça a été estimé à peu près 50% de façon globale en Afrique, alors je ne parle pas du contexte particulier au Maghreb, mais sur tout le continent africain, 50% des femmes vont accoucher plus à la maison ou dans des centres non médicalisés. L'autre problème, c'est que Gavi, qui fournit les vaccins contre le tétanos, etc., n'a pas inclus la vaccination de l'hépatite B à la naissance dans le schéma. Alors, c'est en train de bouger, ça c'est vraiment des choses qui vont changer, mais justement parce que ça fait des années qu'il y a un plaidoyer par rapport à ça. Et puis l'autre problème, c'est le cold chain, la chaîne du froid. Comment conserver ces vaccins quand les femmes accouchent dans des centres primaires et qu'il peut y avoir une rupture de la chaîne du froid. Alors il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits pour développer un vaccin qui n'aurait pas besoin d'être gardé par une chaîne du froid classique. Donc les choses bougent, mais on n'y est pas encore. Mais ceci dit, la vaccination à la naissance, ça ne suffit pas. Alors, pourquoi ça ne suffit pas? On le voit avec ces chiffres qui ont été publiés en 2017. Si vous vous concentrez sur l'Afrique, ce que vous avez en ordonnée, c'est le risque de transmission selon les moyens de prévention. Donc en Afrique, chez les patientes qui ont un antigène HBE positif, sans prophylaxie du tout, le risque de transmission est à peu près de 40%. Quand on vaccine à la naissance, vous voyez que le risque il diminue, mais il ne diminue pas tant que ça. Il diminue beaucoup en Asie. Et en revanche, quand une patiente africaine qui a un antigène HBe neg et dont l'enfant va être vacciné à la naissance, on voit que là, on a une diminution et une quasi-disparition de la transmission de l'hépatite B. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré les endroits où on peut faire une vaccination à la naissance, il y a quand même des nouveau-nés qui naissent avec l'hépatite B. 307 000 nouveau-nés infectés chaque année en Afrique par l'hépatite B, qui est 2 fois plus que le VIH. Donc le dépistage de l'hépatite B, donc là je vous ai bien parlé de vaccination, le dépistage c'est vraiment un challenge global dans les pays à ressources limitées. L'échec de la prévention de la transmission materno-fétale de l'hépatite B, elle est liée à une absence de dépistage généralisé. Gilles vous en a très bien parlé tout à l'heure. Il y a aussi une volonté politique. Le coût du dépistage, ce qui n'a peut-être pas été assez souligné, c'est que ça reste à la charge de la famille, de la patiente, et ça c'est un obstacle majeur au fait que les femmes pendant la grossesse se fassent dépister, parce qu'il y a des endroits où on a fait des études, où on proposait dans le cadre d'études de cohortes observationnelles le dépistage aux femmes. Toutes les femmes à qui on propose le dépistage non gratuit, eh bien, acceptent le dépistage. Donc c'est vraiment un problème politique, de volonté politique de mettre à disposition gratuitement le dépistage dans des groupes à risque tels que les femmes enceintes. Et puis ensuite, on a aussi des limites techniques et pas mal de projets travaillent là-dessus. Il n'y a par exemple pas de bons point-of-care tests qui vont dépister l'antigène HBe. Ce qu'on pourrait se dire, on fait, quand la femme arrive, on lui fait un antigène HBe en clinique, et puis un test rapide, puis le test est positif, on la met sous traitement, etc. On sait qu'un antigène HBe positif, c'est fortement lié à une charge virale élevée, la plupart du temps. Les point-of-care tests qu'on a, la performance n'est pas assez bonne pour qu'on les utilise à large échelle. Et puis, un autre paramètre que l'on utilise beaucoup dans les pays riches pour identifier ces femmes qui doivent être traitées, c'est l'ADN VHB. L'ADN VHB, c'est la plupart du temps hors d'accès dans la plupart des pays, et puis quand c'est accessible, c'est très cher. Donc là, se repose la question de qui va payer. Et donc, du coup, on a, de façon plus globale,
en plus des femmes dans la prévention de la transmission materno-fétale, on a le problème de l'identification des sujets à traiter. Comme vous a dit Gilles, au contraire du VIH où on va dépister puis on va traiter, eh bien dans l'hépatite B, c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas parce qu'on a un antigène HBS qu'on est forcément éligible au traitement selon les critères internationaux, que ce soit l'ISOL, l'OMS, etc. Et ce qui aboutit par exemple à une cascade de soins qui est extrêmement défavorable. 9% des personnes qui sont affectées par l'hépatite B sont informées de leur statut. Donc 91% ne savent pas qu'elles sont porteuses d'une hépatite B. 4 à 9% des sujets dépistés sont éligibles au traitement avec les recommandations actuelles. Donc vous voyez, ça fait à peu près 10% des personnes qui ont un antigène HBS qui, pour elles-mêmes, je ne me place pas dans le contexte de la transmission materno-fétale, mais pour elles-mêmes ont besoin d'un traitement pour ne pas évoluer vers la cirrhose ou le cancer. Donc ce n'est pas tant que ça. Et malgré tout, vous voyez, quand 9 personnes sont au courant, parmi ces 9 personnes, 10% seraient éligibles au traitement, et parmi ces 10% de 9%, 8% simplement seulement qui sont éligibles au traitement ont accès au traitement. On a un énorme problème d'accès au traitement de l'hépatite B dans les pays du Sud. Quand on regarde les recommandations OMS pour le diagnostic et le traitement de l'hépatite B, je ne sais pas si vous voyez bien cet algorithme, il est complexe, hein. Mais quand on y a travaillé dessus dans le cadre du groupe de travail en 2015, on s'est vraiment arraché les cheveux pour savoir comment on allait identifier ces patients. Parce que les paramètres que l'on utilise les plus fréquemment dans les pays du Nord sont très difficilement accessibles dans les pays du Sud. L'antigène HBE, l'évaluation de la fibrose et surtout la charge virale de l'hépatite B. Alors moi je ne parle pas dans les centres tertiaires, hein, je parle aux endroits où on en a besoin, c'est-à-dire dans les centres primaires, dans les centres de prise en charge communautaire, etc. C'est complètement inapplicable. Alors évidemment, on a de nouveaux tests moléculaires pour l'ADN VHB, les choses avancent hein, sur le plan de la science. Par exemple, on peut utiliser des papiers buvards, centraliser les prélèvements, puis ensuite décentraliser les résultats. Voilà, ça marche, mais c'est assez difficile à mettre en place. Il y a aussi des PCR quantitatives maison qui coûtent beaucoup moins cher que les PCR du commerce, des PCR semi-qualitatives maison avec des prix là aussi qui sont beaucoup plus faibles. Et puis commence à se développer, par exemple, bon là je vous ai mis l'exemple du GenExpert, un test point of care. Hein. On a un appareil GenExpert pour faire de la tuberculose, il y en a beaucoup en structure décentralisée. Et bien maintenant on a des cartouches pour faire de l'hépatite B. Mais à quel prix ? À quel prix dans le cadre d'un passage à l'échelle de façon massive pour identifier ces millions de personnes qui seraient potentiellement éligibles au traitement antiviral. Pour l'instant, on n'a pas d'expérience de terrain de ces différents tests moléculaires et là, ça manque pour pouvoir proposer des politiques de dépistage. Alors peut-être que l'un des objectifs des projets de recherche, ça va être d'identifier des scores simples qui vont se passer un petit peu de tous ces outils innovants pour déterminer l'éligibilité au traitement. Donc nos collègues qui travaillent dans Prolifica, dont vous a un petit peu parlé Gilles tout à l'heure, ce projet Prolifica qui est une énorme étude de cohorte en Gambie et au Sénégal, bien, les collègues qui ont fait des biopsies hein, sur des milliers de personnes et tout, ont réussi à construire un score assez simple qui s'appelle TreatB. Donc je vous passe le score si vous voulez, vous avez la référence en bas pour le rechercher. Il est assez simple ce score, hein. Je reviens là-dessus. En fait, il utilise l'antigène HBE et les ALAT. Et à partir de ça, eh ben, ils ont construit un score de probabilité d'éligibilité au traitement. Et quand on regarde les performances, ben, c'est pas mal. Hein, par rapport, par exemple, aux recommandations de l'OMS, ou aux recommandations de l'ISOL. Donc c'était l'ISOL qui était le gold standard, on va dire. Bah, quand vous regardez par exemple le score TreatB, bah, vous voyez que c'est une sensibilité, une spécificité qui sont pas si mauvaises que ça. Donc pour résumer, ma dernière diapo, quelques points clés. L'hépatite B chronique, c'est une des toutes premières causes de mortalité par maladie transmissible qui est potentiellement évitable. On a un vaccin.
Mais l'interaction complexe entre l'hôte et le virus fait que tous les patients qui n'ont pas guéri spontanément ou n'ont pas été vaccinés, eh bien, tous n'ont pas forcément besoin de traitement. Enfin, du moins pour l'instant, quand on aura des stratégies de guérison, peut-être qu'on reconsidérera la chose comme on l'a fait pour l'hépatite C. Il n'y a pas de guérison définitive à ce jour, mais comme je vous ai dit, il y a un vaccin, au contraire de l'hépatite C. Et actuellement, l'élimination doit reposer sur une intervention qui est très complexe, qui concerne la vaccination dès la naissance dans les zones de grande endémie, le dépistage de l'hépatite B avec plutôt des point of care, de façon à jouer sur la décentralisation, un focus très important sur la prévention de la transmission mère-enfant qui inclut le traitement des mères, et l'accès universel au traitement. Et vous voyez que pour l'accès universel au traitement, c'est vraiment une affaire de plaidoyer, puisqu'on a le traitement, le tenofovir ou l'entecavir. Et peut-être que dans un avenir proche, avec le HBV Cure dont on va vous parler plus tard, eh bien, on aura un panel complet. Et ce que ça va demander, ça va être une volonté politique et un investissement en argent. Pour en revenir à ce que tu disais, Gilles, sur le Fonds mondial, les responsables du Fonds mondial ont été approchés, justement, puisqu'on est en pleine période de reconstitution du Fonds mondial. Et la question qui leur a été posée clairement, c'est, eh bien maintenant, le Fonds mondial, est-ce qu'on peut envisager d'y mettre les hépatites virales, hépatite B, hépatite C, puisqu'on voit que ce sont peu ou prou les mêmes acteurs, les mêmes structures de soins qui devraient être potentialisées dans les pays du Sud pour pouvoir répondre aux 3 grandes épidémies. Et des échos que l'on a eus, c'est que pas du tout, les hépatites, ça doit rester de côté. Et donc pour l'instant, on n'a toujours pas de grands financeurs, de grands bailleurs internationaux qui vont aider les pays à mettre en place des politiques nationales de lutte contre les hépatites. Donc on reste avec un problème majeur pour lequel on n'a pas de solution. On commence à avoir des solutions scientifiques pour répondre à plein de ces enjeux, mais à ce jour, on n'a pas de solution politique. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Monsieur Brucker. Il y avait Gilles là. Je vais parler fort. Alors, Karine, merci pour ce exposé. Je note que tu n'évoques pas, comme en tirant les leçons du VIH, qu'en traitant les personnes qui ont le virus de l'hépatite B, on arrêterait la transmission de la maladie, qui constitue quand même un argument épidémiologique très important et qui, dans le domaine du VIH, a conduit à test and treat, parce qu'on s'est dit qu'il faut traiter tout le monde. C'est un élément incontournable de la transmission. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas aussi, dans la stratégie d'élargissement de la thérapeutique, prendre en compte cet élément qui me semble important? C'est tout à fait... alors, c'est quand même... je pense que c'est plus subtil que pour le VIH. On sait que pour le VIH, quand tu ne traites pas, à la fin, tu meurs. En gros. Voilà. L'hépatite B, pardon, tu as quand même une grosse partie des patients qui sont des porteurs de l'antigène HBS, qui ne répliquent pas du tout, et qui, eux, ne transmettent pas. Un, ne transmettent pas, et deux, ne seront jamais malades de leur hépatite B. Donc, ça voudrait dire arriver, si on dit, quand on a un antigène HBS, on traite tout le monde, bon déjà ça fait un nombre considérable de personnes à traiter, et parmi ces personnes à traiter, beaucoup le seraient avec des molécules, pour l'instant en traitement à vie, dont elles n'ont pas besoin. Donc, c'est un peu plus... le contexte, je pense, est assez différent de celui du VIH. Alors après, on peut se dire, on traite dans un but de santé publique tous ceux qui répliquent. Donc ADN VHB répliquant, à quel seuil, on ne sait pas, puisqu'on sait que probablement à 2000, 10 000, il n'y a pas de transmission de l'hépatite B. À quel seuil, le seuil de transmission est assez élevé pour dire celui-ci, dans un but de santé publique, il faut le traiter parce qu'il va transmettre.
Pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce qu'on appelle les patients qui ont une infection hépatite B avec un antigène HBS positif, qui pour l'instant ne font pas partie, donc c'est les anciens immunotolérants, qui pour l'instant ne font pas partie des recommandations de traitement, et ce sont des millions et des millions et des millions et des millions de personnes, en particulier en Asie, ça pose le problème majeur de l'accès au traitement et de maintenir un traitement pendant toute la durée de la vie. Alors, on a répondu pour le VIH à plusieurs de ces questions. Pour l'hépatite B, il me semble que c'est plus complexe. Mais merci Karen. Je rebondis là-dessus parce que, à force de complexifier, vous les spécialistes, et de faire, depuis 10 ans, vous nous dites c'est très complexe, les algorithmes. Bon, je vais être un peu cash, hein, mais c'est mon style. Mais vous arrêtez, il y a des études, on arrête le traitement des femmes enceintes. Pourquoi? Alors que vous dites VIH, VHB, à peu près même combat, vous refaites les mêmes erreurs. Tu dis on ne sait pas, 2000. Pourquoi est-ce que, c'est pas toi que j'accuse, hein, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un choix? Vous nous dites, allez, 2000, on arrête les marqueurs, on regarde juste les réplicants VHB et on traite. Et on fait des stratégies, on n'a pas évolué depuis le ténofovir, peut-être que Marc nous en parlait, mais il y a des tas de choses d'aller... Tu vois, on a vraiment l'impression que pour la communauté, nous on n'est pas les spécialistes de B, et ben ça reste et on complexifie et on n'a pas ces mots forts, tu vois, comme l'ONU-SIDA, les 90. Donc on pleure sur des nombres de morts, des pauvres petits-enfants contaminés, et on n'arrive pas à avoir des messages, peut-être marketing, très clés. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir, au moins à Dakar, dans la francophonie, il va falloir refaire quelque chose, mais peut-être en abandonnant c'est complexe, etc. Je ne sais pas si c'est un virus intégré, oui, c'est subtil, il y a du cccDNA, mais in fine, ça réplique, ça tue. Non, je suis d'accord avec toi, tout à fait, que ce qui va être très important, ça va être de simplifier l'algorithme de diagnostic des personnes à traiter. L'algorithme des personnes à traiter, pour l'instant, on prend beaucoup de paramètres, dont des paramètres qui sont difficilement évaluables dans les pays du Sud. Mais même quand on aura un algorithme très simple, le problème, ça va être l'argent. Le problème, c'est l'argent. L'argent pour appliquer cet algorithme simple, ou peut-être qu'il n'y aura que 2 marqueurs hyper simples. Ça va être l'argent pour traiter ces patients à vie, ça va être l'argent pour informer les personnes, pour les faire venir au dépistage, etc. etc. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de bailleur de fonds comme il y a pour le VIH. Donc ce problème-là restera. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il faudra peut-être prioriser les actions et peut-être revenir sur la vaccination et mettre le paquet sur la vaccination. C'est sûr, pour une maladie à prévention vaccinale... Merci pour votre... Parce que sinon, on va se disperser dans... Merci pour votre présentation. Moi, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que je me suis mal fait comprendre lorsque je parlais un petit peu du Fonds mondial, mais ce qui a été fait sur le VIH est beaucoup plus... Le Fonds mondial, c'est un petit peu technique ou technico-politique, mais on est arrivé aux Nations Unies et au Conseil de sécurité pour le VIH. Qu'est-ce qu'on attend? Surtout avec ce que vous venez de dire maintenant sur la réponse du Fonds mondial concernant les hépatites virales, pour que le plaidoyer et que pour tous, qu'on soit responsable, donc professionnels, politiques, pour arriver à ce stade. Parce que là, on ne veut pas écouter, donc, vous l'avez bien dit, le nombre de malades, le nombre de décès chez les enfants. Il faut aller plus loin en termes politiques. Et le traitement était aussi très cher il y a 20 ans de ça pour le VIH. Et on est arrivé maintenant à traiter maintenant plus de 21 millions. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième question, vous avez parlé donc c'est une maladie donc chronique et du point de vue physiopathologique. Donc, il ne faut pas qu'on arrête s'il y a éventuellement rebond. Et qu'est-ce que vous pensez à ce moment? Quel est votre commentaire si dans les recommandations européennes et américaines, pour l'instant, on ne préconise pas l'arrêt, alors que chez les Asiatiques avec la PASL, et où le nombre de maladies est quand même assez important, ils préconisent particulièrement les Chinois d'arrêter donc les antiviraux à action directe avec certaines conditions de les arrêter. Quel est votre commentaire?
Moi, je suis les recommandations. Peut-être que tu veux répondre. Moi, je vous dire ma pratique clinique. Après, on écoutera le professeur en hépatologie. Mais dans ma pratique clinique, simple clinicienne, c'est des recos que je trouve intéressantes. J'essaye dans des conditions très particulières et tous mes patients ont repris une réplication virale, certains très élevés avec une augmentation des transas et j'ai remis le traitement et d'autres ont repris une réplication à très bas bruit avec des transaminases normales et ces patients-là, j'ai pas repris le traitement et j'ai attendu. Et j'attends et je surveille. Mais après, ça, c'est applicable dans un endroit où on sait que les patients vont revenir. S'ils ne reviennent pas, je les appelle, on leur redonne un rendez-vous, etc. Donc, je les suis comme le lait sur le feu. Après, j'en ai pas 3000 en file active et je n'habite pas dans un pays où les gens font 500 km pour venir nous voir. Donc, je pense qu'il faut vraiment adapter ça au contexte. Et vous me demandiez pourquoi est-ce qu'on ne se bouge pas au niveau de l'ONU, etc. etc. J'ai pas trop de réponse pour ça. Je serais tentée de dire c'est hyper politiquement incorrect, mais peut-être que c'est un problème de gouvernance, que les pays du Nord se sont pas tant mobilisés pour l'hépatite B que pour le VIH parce qu'on est moins touchés et peut-être la voix des pays du Nord à l'ONU était jusqu'à maintenant plus forte que celle des pays du Sud et que quand ça changera et on voit bien que c'est en train de bouger parce que quand même la polarisation dans le monde quitte l'atmosphère nord et va beaucoup vers le sud, en particulier l'Asie et puis on sait que l'Afrique est en train de monter de façon très forte, là ça changera peut-être. Ouais, je crois, pour revenir le point sur les recommandations différentes entre la PASL et la SLD et l'ISOL, c'est drivé uniquement pour des raisons économiques et pour des raisons de nombre de patients. C'est-à-dire que globalement, ils ont le même type de réinfection dès qu'ils arrêtent les traitements. Le problème, c'est qu'après, c'est juste un problème de conséquences économiques. Quant à l'intervention au niveau mondial, on peut en effet le faire, il faut continuer à se battre. Il ne faut pas oublier quand même que le pays le plus riche du monde, les États-Unis, a actuellement 41 millions de personnes qui sont en dehors des soins, ils ont une épidémie fantastique d'hépatite C, ils sont incapables de la prendre en charge, ils n'ont aucun programme de protection, c'est-à-dire que si on regarde des régions des États-Unis comme la Virginie de l'Ouest, vous êtes mieux soigné au Bangladesh ou au Pakistan qu'aux États-Unis. Hein. Donc en fait, et ça passe par une réforme complète du système de santé. Et ça, c'est évidemment très peu de gens qui sont capables de le faire et qui veulent le faire. Vous avez quand même toutes les compagnies d'assurance privées dans le monde qui assurent la plupart des systèmes de santé qui forment un lobbying fantastique. Donc en fait, ce lobbying fantastique, c'est celui sur lequel il faut combattre. Mais c'est très compliqué. Et donc, je pense que le VIH a une situation qui a été complètement différente. Et vous avez réussi parce qu'il y a eu cette mortalité immédiate très intense et qui s'est effectuée aussi auprès d'une classe socio-économique qui était une classe proche de la classe dirigeante quand même, et qui a aidé beaucoup à faire les choses, avec une communauté qui est la communauté homosexuelle qui s'est énormément mobilisée et qui a joué un rôle fondamental dans la mobilisation. Et ça, tous ces éléments-là manquent un peu pour les hépatites. Hein. Et on a une situation qui était un petit peu différente. Et faire bouger en fait les politiques là-dessus, c'est très compliqué, parce que y compris aux États-Unis, quand Obama était président, alors aujourd'hui c'est un cauchemar, mais à l'époque où Obama était président, il a eu beaucoup de mal à faire bouger les choses. L'Obamacare n'a pas du tout résolu tous les problèmes. La crise de l'opioïde aux États-Unis, c'est quand même un truc qui existe depuis 20 ans, qui monte. Maintenant, on a 100 morts par jour d'overdose, c'est-à-dire plus de décès aujourd'hui aux États-Unis par jour que vous en aviez à l'époque du VIH. À l'époque, on n'avait pas de traitement et ils en ont fait une priorité nationale, mais aucun moyen, zéro moyen. Donc vous pouvez faire une priorité nationale, mais une fois que vous l'avez faite, c'est simplement du discours, il n'y a rien derrière. Donc c'est un cauchemar. Et donc si même les pays les plus développés sont dans des tels cauchemars et sont incapables de les résoudre, alors qu'ils ont les moyens financiers de le faire, c'est compliqué. Hein. C'est très politique. Question là-haut. La dernière question. J'entends pas. La vaccination marchait mieux en Asie qu'en Afrique. Qu'est-ce qui fait que ça aurait mieux marché? Alors oui, c'était ma diapo sur la transmission. Alors c'est pas la vaccination en elle-même, hein, c'est pas l'efficacité vaccinale en elle-même, c'est la prévention de la transmission materno-fétale sur la diapo que j'ai montrée.
qu'une femme asiatique qui avait un antigène HBE positif, quand on vaccine l'enfant à la naissance, la diminution de la transmission, elle est beaucoup plus importante que chez les femmes africaines. Alors, voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, la stratégie globale n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en Asie, la plupart du temps, on met des immunoglobulines et de plus en plus maintenant, on va mettre des antiviraux pendant la grossesse. Donc ce n'est pas l'efficacité vaccinale intrinsèque du vaccin que je remets en cause, c'est plus la stratégie globale. Merci Karine. Okay, c'est bon ?